tous. Alors moi c'est Alexis et voici mon collègue Brian. Bonjour. Nous travaillons tous les deux pour la société Mekit. On va vous expliquer dans quelques minutes ce qu'est Mekit. Mais d'abord, on voulait un petit peu vous introduire ce sur quoi on va discuter aujourd'hui. Typiquement, nous, notre métier, c'est de créer des startups au quotidien. Et donc aujourd'hui, on va aborder certains use cases concrets de comment est-ce que nous, au quotidien, on crée et on lance des startups. Comment est-ce que rapidement on essaye de réduire le risque en testant rapidement les hypothèses pour valider rapidement donc, une startup. Voilà, alors je vais laisser parler Brian sur un peu ce qu'on fait au quotidien chez Mekit. Super, merci. Alors dans Mekit, c'est un startup studio. Un startup studio, c'est quoi? C'est une startup qui crée des startups. Donc au quotidien, on s'amuse à créer des startups sur base de problèmes qu'on a rencontrés sur le marché. Comment est-ce qu'on crée ces startups? En fait, on a 3 gros départements chez Mekit. Donc on a le premier qui est le business prototyping. Donc ça consiste à, c'est comment valider un projet avant même d'avoir fait une ligne de code derrière, comment avoir les premiers clients, etc. Puis après on a un département qui est spécialisé en software engineering, donc c'est tout ce qui est création d'applications, sites internet assez compliqués, grosses plateformes, etc. Et alors ensuite on a un département qu'on appelle l'atelier, qui est là où on crée tous nos objets hardware, nos objets connectés, donc tout ce qui est montre connectée, bracelet connecté, grille-pain connecté, etc., etc. Aujourd'hui, si on est là, on a un challenge en 30 minutes. Le challenge, c'est qu'on va vous faire tomber les barrières de l'entrepreneuriat. Donc grosso modo, si vous êtes un profil non technique et que vous êtes derrière votre écran occupé à regarder la vidéo et que ça fait depuis des semaines et des mois que vous tournez en rond, que vous vous dites oui, j'ai pas les compétences techniques pour faire mon produit, mon app, mon service, du coup j'arrive pas à lever des fonds, à trouver les compétences qu'il faut pour m'aider, etc. Le fait de ne pas avoir de produit, on va essayer de vous démontrer que c'est une mauvaise excuse. Par contre, pour ceux qui ont un profil technique, là on va essayer de vous prouver justement qu'il ne faut pas commencer par coder ou développer votre produit, mais il faut d'abord aller chercher des clients et vous montrer comment. Donc, pourquoi Testit? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Typiquement, chez Mekit, on a une vision. Cette vision, c'est de devenir une usine à start-up. Donc, de ne pas se limiter aux 5 startups qu'on a créées jusqu'à présent, mais d'en créer des dizaines. Du coup, pour y arriver, on ne peut pas commettre les erreurs qu'on a commises il y a 3 ans, quand on a créé la société, qui consistait à avoir une super idée, aller dans l'atelier avec nos ingénieurs, bricoler un chouette produit, puis une fois qu'il est plus ou moins prêt, le donner à l'équipe de vente et leur dire « Voilà les gars, c'est un super produit, vous allez vendre comme des petits pains, faites-vous plaisir ». Il s'avérait que dans la plupart des cas, on avait un produit, on essayait de le vendre, mais personne ne voulait l'acheter. Du coup, on a dû chercher, trouver une méthode qui était réplicable et qui nous permettait de valider un projet, valider qu'il y a des clients, valider qu'il y a un marché, avant même de faire la moindre ligne de code ou alors de faire le moindre développement. Du coup, en travaillant cette dizaine de projets au cours des 3 dernières années, beaucoup d'échecs, quelques réussites, on est arrivé à mettre en place cette méthodologie qui s'appelle aujourd'hui Testit. Alors, donc voilà, je laisse Alexis vous expliquer, vous présenter un premier cas concret sur lequel on a travaillé récemment, sur lequel on a appliqué la méthodologie et qui vous permet de voir comment on peut, sans avoir de produit, aller chercher les premiers clients et générer du chiffre d'affaires. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc parler d'un vrai cas concret, un vrai projet de start-up quelque part que nous avons lancé chez nous, qui s'appelle Folding Lamp. Alors l'histoire est la suivante, c'est un jour un architecte qui vient chez nous et qui a créé un nouveau type de lampe, un nouveau design de lampe. Et il faut s'imaginer une plaque en acier inoxydable qui est pré-perforée au laser. Et en fait, ce client reçoit cette plaque quand il la commande, et puis il peut l'applier lui-même et quelque part, comme un origami, créer sa propre lampe, son propre design. Et on voit d'ailleurs une photo sur le slide ici. Et donc cet architecte vient chez nous et il est un peu déboussolé parce qu'il a été voir l'usine pour faire la production de cette lampe. Et le problème, c'est qu'on lui demande de commander un minimum de 100 lampes. Donc ça coûte déjà un certain budget, et il veut être sûr de son coût quelque part, pas lancer une production de 100 lampes sans être sûr qu'il va pouvoir les vendre. Et du coup, il vient chez nous en demandant de l'aide, tiens, comment est-ce que je peux m'assurer quelque part que maintenant on va pouvoir se vendre? Est-ce que je prends le risque d'aller commander cette grosse production directement ou non? Du coup, notre métier, c'est justement de le rassurer et de l'aider à lancer son produit pour le permettre de faire cette production. Et du coup, les premières questions qu'il faut se poser en fin de compte quand on lance une start-up, et ici en l'occurrence pour cette lampe, cette folding lamp, c'est en fait pourquoi tel type de modèle? Pourquoi est-ce que c'est une lampe comme ceci? Est-ce que tu n'aurais pas pu penser à une lampe qu'on met comme une applique contre le mur ou à un lustre de 3 mètres d'envergure? Qu'est-ce que le client va plus avoir envie d'acheter quelque part? Une autre hypothèse, c'est le prix. Est-ce que c'est plutôt des lampes à faible coût qu'on va retrouver chez Ikea, ou bien c'est plutôt des belles lampes retrouvées dans un magasin spécialisé Dans le design. Dans le design, tout à fait.
Une autre question qu'il faut se poser, c'est, quelque part, comment est-ce que ça va me coûter, en marketing ou en communication, que pour ramener des clients dans mon magasin ou sur mon e-commerce, pour faire compte qu'ils fassent l'acte d'achat. Ça, c'est ce qu'on appelle ici dans le slide le Coca. Et puis, est-ce qu'il y a peut-être d'autres fonctionnalités qui sont liées à cette lampe, comment est-ce qu'on allume cette lampe, est-ce qu'il faut taper des doigts, ou un interrupteur, ou peu importe. Ce genre de choses, peut-être, qui vont faire que le client sera peut-être plus enclin à vouloir acheter s'il y a telle ou telle fonctionnalité en plus. Donc ça, il faut tester aussi. Et puis, dernière hypothèse que j'ai mis ici dans le slide, c'est typiquement comment est-ce qu'on communique avec le client. C'est-à-dire, qui est le client, parce qu'en fonction de type de client, on va devoir communiquer différemment. Est-ce qu'on va plutôt communiquer, mais plus en avant, le Made in Belgium, si ce produit est fait en Belgique, et que c'est plutôt l'aspect vraiment design ou l'histoire peut-être justement de la lampe et comment est-ce qu'elle a été conçue par tel ou tel architecte. Tous ces genres de choses qu'il faut tester aussi parce qu'en fonction de la communication, on aura des meilleurs résultats ou de moins bons résultats. C'est ce qu'on va tester justement concrètement au travers de notre travail ici. Donc nous avons créé une belle landing page sur laquelle on va présenter donc cette lampe comme si elle était prête à l'achat. Et au travers de cette landing page, on va s'en servir pour tester nos hypothèses. Et la première hypothèse, c'est typiquement quel est le modèle de la lampe pour lequel l'utilisateur sera le plus intéressé quelque part. Donc ici, on voit sur le slide qu'on teste 4 modèles ou 4 couleurs de lampes différentes. Alors, c'est bien d'avoir une belle landing page, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de ramener un bon public cible, un bon trafic sur cette page. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va créer des pubs Facebook. Et ce qui est chouette avec les pubs Facebook, c'est qu'on va pouvoir vraiment sélectionner un bon public cible qui vont donc voir cette publication et qui vont, s'ils le souhaitent ou non, cliquer pour ensuite arriver sur notre site. Et donc ici, en l'occurrence, on va mettre un budget de 100 € sur cette pub Facebook. Et on va dire à Facebook, écoute, je veux que tu m'imprimes cette publication sur le fil d'actualité de telle personne, par exemple, une femme qui a entre 25 et 34 ans, qui adore le design, qui aime bien l'art, et qui habite dans la région de Bruxelles, par exemple. Donc, ce qu'on estime qu'une de nos hypothèses, c'est que c'est ce type de public cible-là qui va vouloir acheter ou non la lampe. Et donc, cette personne va voir donc, cette publication, et ici, on voit dans l'exemple que 70 000 personnes vont voir cette publication. Sur ces 70 000 impressions, il y a un certain nombre de personnes qui vont cliquer. Ici, en l'occurrence, c'est 1200 clics. Donc, on peut dire qu'il y a, au travers de ces publications Facebook, 1200 personnes qui vont voir notre page. Et là, on va justement voir, ce qui est intéressant, on va voir ce qu'ils vont faire, quelle interaction ils vont avoir lieu avec notre page web. Donc, on voit le chiffre 1,71 CTR. C'est quoi? C'est le ratio entre les 1200 clics et le nombre d'impressions, donc le nombre de gens qui ont vu ces publications. Donc, ce qui est intéressant dans de ce premier chiffre, c'est qu'on va voir, tiens, est-ce que les gens sont intéressés par notre lampe ou pas, en fin de compte. Si maintenant on voit qu'il n'y a personne qui clique, alors qu'on met en évidence quand même cette lampe sur Facebook, si les gens ne sont pas intéressés, si les gens ne vont pas cliquer dessus, on va pouvoir déjà en déduire, soit que notre communication est mauvaise, c'est-à-dire qu'on ne met pas en avant assez bien la bonne communication, ce qu'il veut entendre, soit c'est le mauvais public cible, en fin de compte, qui voit cette publication, soit notre produit, en fait, il correspond à aucune envie, et qu'il faut peut-être changer le produit ou arrêter le projet. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut déjà comprendre au travers de cet exemple ici, de cet exercice-là, de faire cette publication Facebook. Une fois que les gens arrivent sur cette page, ils vont interagir avec la page. Et ici, typiquement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la majorité des personnes va plutôt cliquer sur un modèle de lampe particulier, qui est celle en blanc et doré, alors qu'au départ, l'architecte était convaincu que c'était la lampe en rouge qui allait cartonner et qui allait avoir le plus de succès. Donc déjà là, on peut valider que si demain il doit aller à l'usine, il vaut mieux quand même qu'il commande des lampes de couleur blanche et surtout pas quelque part celle qui a le moins de succès, qui est celle en acier inox et en rouge. Alors évidemment, on va aller un peu plus loin. Ici, on va plutôt parler du coût d'acquisition de clients. Et quelque part, on va scénariser avec des vrais utilisateurs, avec des vrais acheteurs, tout le funnel d'achat. Donc à partir du moment où il ne connaît pas du tout, il voit la publication Facebook, il arrive sur notre site, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Et on va donc valider chaque étape, chaque hypothèse liée à cet acte d'achat. Commander
qu'il a cliqué sur une des lampes, on voit qu'il a montré un intérêt pour l'achat de cette lampe. Il arrive sur la page détaillée où là il peut vraiment aller plus loin dans l'acte d'achat et éventuellement mettre ses coordonnées pour confirmer la commande. Il va sélectionner son mode de paiement. Ouais. Et puis à la toute fin, parce qu'on veut comme le produit n'existe pas, on ne veut pas qu'il débourse de l'argent, on va lui dire, écoute, en fait, la lampe, elle n'est plus disponible, elle a trop de succès, ou peu importe ce qu'on va inventer comme excuse, mais quelque part, on va lui signaler que la lampe n'est pas disponible et que on va le recontactera quelque part quand elle sera disponible, justement, pour qu'il puisse alors ensuite faire le vrai achat et qu'on puisse livrer la lampe. Ce qui est intéressant dans cet exemple-ci, c'est que même si quelque part la personne n'a pas sorti sa carte de crédit en fin de compte, on a quand même pu valider un vrai acte d'achat, entre guillemets, parce qu'il a été jusqu'à mettre ses coordonnées, mettre son moyen de paiement, et c'est vraiment la toute dernière étape qu'on lui a dit, écoute, en fait non, le produit est en rupture de stock. Et qu'est-ce qu'on peut conclure quelque part de cet exemple-ci? On a mis au départ un budget de 100 €, on a eu 1200 clics, donc 1200 personnes qualifiées qui sont venues sur notre e-commerce, et il y a 13 personnes de ces 1200 clics qui ont été jusqu'au bout du funnel d'achat, et donc qui ont montré un vrai intérêt pour la lampe, et qui vont être recontactés une fois que la lampe sera disponible. Et donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est ce chiffre magique qui est le COCA, le Cost of Customer Acquisition, qui est de 7,70 €. Et donc dans notre plan financier, quand on ira demander un prêt à la banque ou chez un investisseur, on va pouvoir lui dire, écoute, moi en fait, pour avoir un client, ça me coûte 7,70 € en moyenne, et comme il me rapporte, on l'espère, pour avoir un business profitable, il faut que le client débourse plus que cette somme-là, en comptant évidemment tous les coûts liés à la production du produit. Mais donc si sa marge quelque part est plus grande que 7,70 €, il arrive dans des bénéfices. Et donc c'est comme ça qu'il va pouvoir convaincre quelque part son investisseur que son business est viable. Si maintenant son COCA était plus important que cela et qu'il n'arrivait pas à retirer de son client plus d'argent et que donc il était en perte, on allait pouvoir lui dire, écoute, ton business, soit il faut changer la manière de communiquer, soit ton publicité n'est pas le bon, soit ton produit n'est pas le bon, et donc on va pouvoir pivoter et arranger le produit jusqu'à un moment donné où on arrive à des chiffres qui sont plus concluants et où en fin de compte il va pouvoir démontrer à son investisseur que, en effet, c'est un business profitable. Ici, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les chiffres sont relativement faibles, 1200 clics, 13 achats, etc. Ce n'est pas des données qui sont valables statistiquement pour quelqu'un qui a des vraies stats. Typiquement, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est des données qui nous donnent suffisamment d'insight par rapport à l'intérêt que suscite le produit. Et donc, pour nous, c'est des données qui sont suffisantes pour pouvoir passer aux étapes suivantes. C'est ça. Ouais, parce que l'objectif ici, c'est vraiment de réduire le risque et d'avoir un espèce de feeling de tiens, est-ce que ça tient la route, ce que je veux mettre en place. Donc, on a ces chiffres-là qui sont une belle conclusion. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au travers de cet exercice, on va se forcer quelque part à avoir ces chiffres, on va se forcer à faire tout ce cheminement et interagir avec le client, ce qui va nous permettre de construire vraiment le business, quoi. Tout à fait. Alors évidemment, il y a d'autres hypothèses qu'on va pouvoir tester, comme le positionnement. Est-ce que c'est plutôt mon public cible? Est-ce qu'il est plutôt quelqu'un qui va chez Ikea? Donc là, l'idée du business, c'est de faire des gros volumes avec des petites marges, ou bien est-ce qu'on va plutôt faire des petites séries, et donc on va vendre cette lampe en exclusivité dans certains magasins spécialisés. Donc en fonction de ces deux business cases-là, quelque part, on peut les simuler, essayer de trouver d'autres chiffres, et puis prendre des décisions plus intelligentes de ce qu'on veut faire. Et donc ça, on peut les tester de la même manière, en faisant du A/B testing notamment, ce genre de choses-là. Alors maintenant, je vais laisser Brian parler d'un autre case, qui lui est plutôt une plateforme internet, une plateforme virtuelle. Comme ça, on a vraiment vu les deux différents cas, un produit tangible qui est une lampe, et puis l'autre, plutôt une plateforme web. À savoir que les exemples que nous avons choisis pour cette présentation, ce sont des exemples assez simplistes en fin de compte. Et voilà, c'est pour que ce soit plus facile à raconter l'histoire. Après, évidemment, en fonction de chacun des projets, on va pouvoir tester d'autres hypothèses. Et jusqu'à présent, c'est assez rare en fin de compte où on n'arrive pas à faire un test it sur les use cases. Voilà, clair, ouais, à toi. Merci. Donc, Smart Gamble, c'est le projet d'un jeune entrepreneur qui est venu nous voir récemment. C'est un projet sur lequel on travaille actuellement. Donc, grosso modo, lui, ce qu'il voulait faire, c'est créer une plateforme qui permette aux parieurs sportifs de vraiment devenir rentables et gagner de l'argent. Et comment est-ce qu'il compte faire ça?
Typiquement, plutôt que de faire des paris un peu sur base de notre feeling, notre intuition, c'est de pouvoir suivre des parieurs professionnels qui, eux, sont effectivement rentables, de pouvoir acheter les pronostics qu'ils font pour les matchs qui suivent, pour pouvoir tout simplement aller les copier chez leur bookmaker favori. Donc, grosso modo, il est venu nous voir avec un cahier de charge, une petite enveloppe pour faire le développement de la plateforme, et ce qu'il voulait, c'était assez compliqué techniquement. Donc, grosso modo, il faut qu'on puisse jouer comme sur un site de paris sportif sur son site à lui, si ce n'est que ce n'est pas des paris, mais c'est des pronostics, donc plutôt que de jouer sur de l'argent, on joue pour des points. Grâce à ces différents paris qu'il fait sur le site, ces différents pronostics, ça crée des profils pour les joueurs, puis on peut consulter le profil de ces différents joueurs. Ceux qui sont le plus rentables, on peut aller voir plus en détail leurs statistiques, et alors finalement, ce qu'on peut faire, c'est acheter les pronostics qu'ils ont faits. Donc il y a toute une série d'algorithmes qui doivent calculer tout ça, réencoder les choses, etc. Donc techniquement, c'est très compliqué. Donc on lui a dit, écoute, plutôt que de faire ça directement maintenant, ce qu'on propose, c'est de tester ça à la manière de Make It, via Testit, où on peut vraiment reproduire toutes ces différentes propositions de valeur que tu veux proposer, mais en enlevant toutes les barrières techniques. Les grosses questions pour ce genre de projet, c'est très simple. Je veux pouvoir vendre des pronostics de parieurs professionnels sur le site, parce qu'il y a des gens qui vont venir les acheter. Si on vient les acheter, comment ça va me coûter d'acquérir ce client? Et alors, pourquoi les gens vont payer? Est-ce qu'ils vont payer pour le téléchargement d'un pronostic pour les matchs qui vont arriver demain, par exemple? Ou est-ce qu'ils vont acheter des packs qui leur permettent de télécharger plusieurs pronostics à la fois? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement confier une somme d'argent à un parieur professionnel et le laisser faire pour lui et juste récolter les intérêts derrière ou les gains derrière? De l'autre côté, il a besoin de parieurs professionnels. Pour pouvoir trouver ces parieurs professionnels, il faut qu'il ait des joueurs sur sa plateforme qui viennent jouer pour des chocs à pic, pour des points, mais qui lui permettent d'avoir suffisamment de stats pour pouvoir, parmi ces différents joueurs, ressortir quelques parieurs rentables qui vont lui permettre de faire son business. Donc typiquement ici, est-ce que des gens vont venir jouer au pronostic gratuitement? Quel sera le coût d'acquisition de chaque joueur? Et alors, ils vont venir faire ça pour le fun? Est-ce qu'il faut leur donner une petite carotte avec des cadeaux ou est-ce qu'il faut leur donner de l'argent par pronostic qui a été vendu, quoi. Tous ces genres d'hypothèses qui sont assez compliquées à tester a priori. Donc, pour pouvoir tester toutes ces hypothèses, ce qu'on a fait pour lui, c'est comme Alexis a expliqué pour le cas de Folding. La première chose qu'on fait, c'est qu'on crée une landing page. Ici, la landing page, elle a deux fonctionnalités. La première, c'est une section du site sur laquelle on peut jouer à un jeu. Donc, on va jouer sur des pronostics pour les matchs qui vont arriver dans les journées suivantes et sur lesquels on peut miser des points. Donc, pas d'argent, mais des points. Là où il y a l'astuce dans la méthodologie qu'on utilise, c'est que quand les gens vont encoder leurs résultats, dire quelle équipe va gagner, etc., ils appuient sur « Envoyer » pour soumettre le formulaire. Et là, plutôt que d'avoir un algorithme qui va faire les calculs de rendement, les pertes, etc., corriger les résultats, les re-uploader dans le profil de l'utilisateur pour mettre tout le site à jour, là, typiquement, l'entrepreneur va recevoir un simple email. Et dans cet email, il va y avoir les résultats qui ont été encodés dans le formulaire. Et c'est lui qui va manuellement aller remettre ça dans un fichier Excel qui fait les calculs pour lui, reprendre les résultats, se connecter sur le dashboard du site WordPress et ensuite encoder manuellement, utilisateur par utilisateur, chaque statistique qu'on va voir apparaître sur le site. Donc c'est une manière de pouvoir tester le projet sans avoir de dépendance technique. Et c'est surtout très important pour l'entrepreneur parce qu'il va comprendre aussi, dans tous les calculs qu'il a mis en place sur papier, par exemple sur Excel, on se rend souvent compte qu'il y a des erreurs. Donc si on les a automatisés, payé très cher pour les automatiser et que dedans il y a des erreurs, ça coûte de nouveau très cher pour changer des choses. Ici on se rend compte manuellement qu'il y a des erreurs, on voit là où ça coince, etc. Première chose. Deuxième chose, on a une série de parieurs professionnels qui sont hyper rentables qu'on voit apparaître à l'écran au niveau du classement. Là au début quand il a lancé sa plateforme, il n'avait pas de parieurs professionnels, donc ce qu'il a fait c'est qu'il a simplement créé des faux profils sur base des journées de championnat précédents, il a créé des parieurs bons, moyens, etc. et les a encodés manuellement. Okay. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'on a la landing page, il faut qu'on génère du trafic dessus. Donc plutôt que de faire juste de la com, de la pub Facebook basée sur du vrai marketing avec des belles phrases, etc. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la pub Facebook non seulement pour attirer du trafic, mais aussi pour pouvoir valider des hypothèses, un peu comme dans Folding Lab. Donc typiquement, les grosses hypothèses pour lui, c'est est-ce que quelqu'un va venir acheter des pronostics d'autres joueurs et est-ce que des joueurs vont venir jouer pour pouvoir renflouer ma base de données. Ça, c'est les grosses hypothèses. Maintenant, dans les plus petites hypothèses, typiquement, quand on lui demande pourquoi un joueur viendrait sur ta plateforme et s'inscrirait dessus, il disait j'ai différentes hypothèses, différents pains que je pourrais régler. Le premier, c'est que les gens, ils en ont marre de perdre de l'argent quand ils font des paris, parce qu'ils parient mal. La deuxième, c'est que les gens en ont marre de prendre du risque. La troisième, c'est que les gens, ils aimeraient bien prendre le temps de parier, de pouvoir analyser les résultats, etc., mais ils n'ont pas le temps de préparer ça. Et la quatrième, c'est typiquement est-ce que les gens, ils viendraient mettre de l'argent pour acheter une feuille de match, un pronostic, ou est-ce qu'ils viendraient confier une somme à quelqu'un pour que cette personne investisse dans les paris sportifs pour lui.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on voit deux pubs Facebook à l'écran, où derrière chaque texte que vous allez voir, enfin que vous voyez en grand, derrière chaque texte se cache une hypothèse. Donc typiquement, le premier texte, on va dire « Tu en as marre, tu fais des paris sportifs, mais tu en as marre de perdre de l'argent ». La deuxième texte sera « Tu fais des paris sportifs, mais tu n'as pas le temps de préparer ça correctement, etc. » Donc différents textes qu'on va mettre en avant, différentes images, différentes descriptions. Donc ce qu'on va faire grâce à ça, c'est que ces différentes pubs, on va pouvoir calculer combien de clics il y a eu sur chacune des pubs, voir quelles sont les phrases qui ont généré le plus d'intérêt, et du coup on peut valider des hypothèses. Donc si on regarde de plus près, donc là ce qu'on vous partage c'est les premiers résultats, donc on a lancé le projet il y a quelques jours, là c'est les résultats qu'on a pris après 24 heures de campagne. Donc si vous regardez de plus près, il y a plusieurs stats importantes ici. Donc la première c'est le budget, donc on a mis un budget de 17,77 € pour cette première journée, plus ou moins en 24 heures. Avec 17,77 €, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à avoir 2434 impressions, et donc parmi les 2434 vues qu'il y a eu, on a eu 54 clics sur les pubs. Donc grosso modo 54 personnes qui sont arrivées sur le site. Le rapport entre 54 et 2134 nous donne le taux de clic, qui ici était de 2,219%. Donc ce qui, d'après nos chiffres à nous, d'après nos benchmarks qu'on a en interne, au-dessus de 2%, ça devient quand même assez intéressant. Et on a un coût par clic de 32,9 centimes pour chaque visiteur qui vient sur le site. Donc si on regarde sur cette période de 24 heures, 54 personnes sont venues sur le site, et on a 5 personnes qui ont été converties. Donc typiquement, ce sont des gens qui se sont inscrits au formulaire de jeu. Si on va voir de plus près, si on zoome un petit peu sur les conversions, pour voir les différents types de conversions qu'il y a, on voit qu'il y a eu sur les 54 visiteurs, il y en a eu 5 qui se sont inscrits, qui sont des leads. Donc un lead, c'est quelqu'un qui a soumis le formulaire de jeu pour pouvoir avoir la chance de rentrer dans le classement. Et alors, on a eu 4 achats. Donc ça veut dire 4 personnes qui ont été sur le site, qui ont consulté des statistiques de parieurs qui sont bien classés, et qui ont été jusqu'à télécharger la feuille de match. Ici, ce qu'on a fait, quand quelqu'un clique sur « Acheter la feuille de match », cette personne reçoit un mail qui lui dit « Voilà, merci pour votre achat. On va revenir vers vous d'ici quelques minutes avec la feuille de pronostic. » L'entrepreneur, lui, reçoit un mail pour dire « Attention, le joueur A a acheté les pronostics du joueur B. » Et donc, lui, il doit commencer à faire un petit PDF rapidement et pouvoir envoyer ça par mail à la personne qui a acheté le pronostic. Donc ici, on voit qu'on a mis plus ou moins 17 € de pub. Il y a eu 4 personnes qui ont fait des achats, sachant que dans cette première version, un achat, c'était minimum 2 €. Ça coûtait pour pouvoir télécharger un pari. La personne a déjà gagné ici au moins 8 €. Après, on voit qu'il y a eu des personnes qui ont acheté plusieurs paris sur le même jour. Donc, grosso modo, dès le premier jour, avec un tout petit développement, en quelques jours, il a réussi à avoir ses premiers clients, des premiers joueurs, des premiers acheteurs, et on arrive à valider tout ça avec des budgets assez restreints. Donc là, on a une vue du funnel. Donc, on a 2434 personnes qui ont vu les pubs. Puis, on a toute une série, 54 en l'occurrence, qui ont cliqué sur les pubs, qui sont arrivés sur le site. Et parmi ces personnes-là, on a 5 personnes qui ont joué au jeu. Donc on arrive à un taux de conversion qu'on voit ici en orange de plus ou moins 10%, donc ce qui est assez bien pour un premier jet. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer qu'en quelques minutes, quelques heures, il y a moyen de créer un business avec des clients qui viennent mettre de l'argent sur la plateforme et tout ça. Donc si on fait un zoom maintenant sur les différents contenus qu'on a utilisés dans les pubs pour pouvoir valider les différentes hypothèses, on va voir qu'on a pris 3 images différentes, en fait, c'est la même image mais avec 3 textes différents. Et on voit la colonne qu'il faut regarder en particulier, c'est celle où il y a écrit CTR, donc c'est le taux de clic. Ça nous permet de comparer des pourcents entre eux et pas des pommes et des poires. Donc ici, on voit qu'il y a l'image du milieu a eu un taux de clic de 3%, tandis que l'image du bas a eu un taux de clic de 1,3%. Donc grosso modo, si on doit mettre 1000 € en pub, on sait qu'on doit choisir l'image du milieu et pas l'image du bas, parce que l'image du milieu va performer 3 fois plus, donc elle va générer 3 fois plus de visites pour le même budget que l'image du bas. Donc c'est comme ça qu'on arrive à optimiser les choses et arriver à un coût d'acquisition qui diminue de plus en plus. Si on va maintenant voir du côté des textes qu'on a utilisés, donc chaque texte cachait une hypothèse. Donc est-ce que c'est la préparation, est-ce que c'est la peur est-ce que c'est le fait d'en avoir marre, de perdre de l'argent, de prendre des risques, etc. Et on voit que le texte qui a le moins bien performé, c'est celui tout en bas, avec 1,562%, qui est le texte qui met en avant le fait que si tu veux gagner de l'argent en pariant, confie une somme, un montant à un parieur professionnel qui va parier pour toi. On voit que c'est le texte qui a le moins bien marché. Donc, a priori, ce n'est pas un truc qu'il faut mettre en avant dès le début parce que les gens n'ont peut-être pas confiance en ça. Par contre, celui qui a vraiment très très bien marché, c'est celui où on dit « arrête de prendre des risques inutiles
et vient copier ce que les meilleurs parieurs font. Donc là, on sait que les gens, le fait de pouvoir copier des parieurs professionnels, a priori, ça a l'air de bien les intéresser. Donc vous pouvez voir les autres résultats en détail. Ça nous permet d'optimiser et d'itérer par la suite. Ouais, j'ai pu voir deux business cases différents, un qui est plutôt un produit, un qui est plutôt une plateforme virtuelle. Mais ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'en fait, ça s'applique à tout type de projet. Aujourd'hui, on a eu différents projets qui sont venus chez nous, une vingtaine ou une trentaine, je dirais, a priori. Et en fait, pour chaque projet, on a quand même pu appliquer la méthode. Même si des fois, on n'utilise même pas Facebook, on n'utilise même pas de landing page, c'est vraiment plutôt le mindset derrière qui est rapidement testé et confronter quelque part le produit ou le service avec son client. C'est ça vraiment l'astuce de Testit et de notre méthode qui permet vraiment de sauter les deux pieds joints dans la piscine et avancer concrètement dans des vraies choses au lieu de tourner autour du pot pendant plusieurs mois, quoi. Ce qu'on vous propose peut-être maintenant, c'est ce qui est suivant, qui est imaginer quelqu'un qui travaille beaucoup d'heures par jour et quand il rentre le soir à la maison, mais il n'a qu'une envie, c'est quelque part de manger des bons fruits et légumes. Mais il se rend compte que voilà, comme il arrive trop tard, les magasins sont fermés, il n'arrive pas à vraiment se fournir quelque part de ces produits-là. Et du coup, il se dit, mais tiens, en fait, si moi j'ai ce problème-là, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont ce problème, est-ce que je ne pourrais pas trouver une solution, typiquement une plateforme où on pourrait commander des paniers bio et se faire livrer chez soi à la maison? Ça, c'est un peu le case qu'on vous propose. Maintenant, le défi qu'on vous demande, c'est comment est-ce que vous, maintenant, en prenant l'exemple des cases précédents, est-ce que vous pourriez tester et essayer de valider ce projet le plus rapidement possible sans commencer à aller dans des plateformes hyper technologiques, mais quelque part en quelques heures, avoir son premier client quelque part et essayer de lui fournir déjà ce service. Ça, c'est le challenge. Et alors, on vous invite à aller voir ce site-là, Make It Academy, pour voir la réponse et voir comment est-ce que nous, chez nous, on aborderait ce type de projet et voir comment est-ce qu'on peut en quelques heures, quelques jours, rapidement valider et tester ce business. Donc comme on disait au début de la vidéo, on avait un objectif en 30 minutes qui était de un peu changer votre mindset et faire tomber les barrières. Donc là, en l'occurrence, si vous allez voir, si vous réfléchissez à ce qui est un peu plus en détail, et que vous vous posez la question, est-ce que j'aurais fait, si vous pensez avoir trouvé la réponse à la manière dont on pourrait tester ce projet rapidement là aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir comparer ça avec la manière dont vous l'auriez testé il y a 30 minutes, et voir s'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. S'il y a une grosse différence, c'est qu'on a réussi notre challenge d'ici en 30 minutes. Et du coup, on vous invite aussi à venir nous rejoindre à une masterclass qu'on va donner chez Lean Square dans les semaines qui viennent pour pouvoir aller en plus en détail dans ces différents use cases. Et on essaiera justement d'appliquer la méthode à quelques projets justement de la salle pour challenger, voilà, est-ce que tout ça c'est du pré-mâché, est-ce que nous justement on est capable de pouvoir répondre à d'autres projets qu'on ne connaît pas a priori. Et comme ça, vous pourrez comparer aussi votre projet par rapport au business case qu'on a présenté maintenant. Exact. Et peut-être juste encore noter un petit truc, c'est qu'on a fait des business cases qui sont du B2C, mais ça marche aussi en B2B. On a beaucoup mis le focus sur Facebook, mais typiquement sur Google, sur LinkedIn, dans des magazines, des revues, la même méthodologie permet de fonctionner aussi. Ok, cool. Voilà, merci.